Bonjour à vous. Merci de votre présence nombreuse ce soir pour ce premier webinaire débat éducatif des cahiers pédagogiques de cette nouvelle année 2022-2023 qui a pour titre Débuter dans l'éducation prioritaire et ailleurs. Donc, je m'appelle Jean-Charles Léon, je suis professeur de musique pendant encore un peu plus d'une journée, puisque je suis à la retraite après-demain, donc loin de mes débuts, membre du comité de rédaction des cahiers pédagogiques. Je vais animer ce webinaire avec Ben Aïda, qui va s'occuper de regarder le chat. Bonjour Ben. Bonjour, Ben Aïda, oui, je suis professeur des écoles à Carcassonne et aussi formateur et membre aussi du comité de rédaction des cahiers pédagogiques et je suis ravi de vous accueillir dans la discussion avec vos questions. Voilà, et ça sera alimenté, le chat sera alimenté de nombreuses informations, de références que nous essaierons de mettre sur le site grâce au travail, que nous mettrons sur le site grâce au travail de Assagori qui relève tout cela. Et ce webinaire est organisé en partenariat avec l'OZP, l'Observatoire des zones prioritaires, dont nous avons un représentant que nous accueillerons tout à l'heure. Débuter en REP, est-ce la même chose que débuter avec d'autres publics scolaire, quels sont les enjeux, les problématiques particulières. Donc, notre débat est organisé autour de l'excellent et pratique ouvrage Débuter en collège REP. Je vous montre, donc je vous montre la couverture qui est là, mais voilà, et d'un collectif de collègues qui est représenté par Baptiste Jardinier, que nous entendrons tout à l'heure. C'est un petit livre, mais précieux, qui donne de précieux conseils, petit livre par la taille, par le prix, mais qui n'est pas petit par ce qui est à l'intérieur. Nous n'allons pas vous former en 1 heure. C'est évidemment, vous ne pourrez pas, nous ne pourrons pas répondre, et puis ce n'est pas notre but de former des collègues en 1 heure, mais je vous renvoie tout de suite au webinaire que nous avons organisé l'année dernière à la même période. 2 webinaires de rentrée, débuter dans le premier degré et débuter dans le second degré. Voilà, vous avez 2 webinaires dans lesquels d'ailleurs participaient Eben et Rachel Aran, que nous entendrons tout à l'heure. Vous allez entendre ce qui peut paraître des conseils, vous allez entendre des notre expérience pour ceux qui soit enseigné dans un collège, soit dans des établissements REP. Nous essaierons de ne pas être injonctifs. Nous parlerons de notre place et de notre expérience, mais chacun devra adapter, et c'est d'ailleurs la même chose pour ce qui est dans le livre, adapter ce qu'il entend à, à sa situation, à sa façon de faire. Enfin voilà, les conseils peuvent être malencontreux si on ne sait pas les adapter. Nous faisons un métier qui s'apprend, il faut du temps, mais on peut aussi avoir du plaisir très rapidement. Voilà, je vais accueillir nos invités. Nous avons, organisé le début, ce webinaire à partir des questions que vous avez bien voulu nous poser dans le chat. Il y aura 4 parties et une conclusion. Ce n'est pas une forme habituelle. Aujourd'hui, nous accueillons Baptiste Jardinier. Bonjour Baptiste. Ah, on t'entend pas. Les invités, en fait, vous pouvez laisser vos micros ouverts Ok, de façon. Voilà. pardon. Oui. Bonjour. Donc, Baptiste Jardinier, ouais, professeur de PS. Donc, j'ai enseigné 6 ans au REP+. Et je suis co-auteur donc, de l'ouvrage Débuter en collège REP, une année pas à pas. Oui, avec de nombreux collègues, hein. Il y a Oui, vraiment c'est une ça. belle équipe. Vous êtes, Oui, je n'ai pas compté, mais une bonne douzaine. Et Patrick Rayou, sociologue. oui, tout à fait. On est 8 enseignants et un sociologue. Tout à fait. Voilà, c'est vraiment une très belle équipe. Donc, est-ce que tu peux nous parler de cet ouvrage, et puis, plus loin que cela, quelles sont les spécificités à débuter en REP? Est-ce si différent que de débuter dans des types d'établissements, on ne va pas dire normaux, hein, on va dire avec des publics plus traditionnels? Baptiste. Alors, pour ce qui est de l'ouvrage, donc, on s'est lancé avec l'idée de Patrick Rayou, qui faisait les rentrées avec nous tous les ans dans le collège et on avait un grand turnover dans l'établissement. Et tous les ans, on accompagnait les jeunes collègues, donc avec les mêmes conseils. Et Patrick, un jour, sous forme de blague, il faudrait peut-être écrire un petit guide pour accompagner ces nouveaux collègues. Donc,
on s'est pris au jeu et on s'est lancé avec des collègues de matières différentes, donc mathématiques, histoire géo, un CPE, une collègue d'art plastique, un collègue de PS. On s'est lancé dans l'aventure. Donc, on voulait quelque chose de pratique. Voilà. Et on essayait de répondre à des questions qu'on pouvait avoir à chaque rentrée, tous les ans. Après, pour ce qui est de la différence entre REP et non-REP, pour moi, il y en a deux fondamentales. C'est entre l'accueil, donc l'accueil hors REP et l'accueil en REP par des collègues. Donc, je l'ai trouvé plus chaleureux en REP parce que tout simplement, les collègues sont davantage habitués du fait qu'il y a un grand turnover des équipes. Ils sont plus rodés à l'accueil des nouveaux collègues parce que c'est une problématique qui revient tous les ans. Donc, ils ont des habitudes, des routines. Après, pour ce qui est de la relation avec les élèves, j'aurais tendance à dire que les élèves hors REP ont tendance à avoir davantage les codes de l'école et vont faire plus rapidement ce qui est demandé, faire ce que l'on attend d'eux, parce que c'est l'enseignant qui le dit. Donc l'engagement est plus rapide, mais les apprentissages ne sont pas toujours, parce que sachant qu'ils ont les codes, ils créent un petit peu l'illusion. Et pour le public REP, les élèves vont avoir d'abord tendance à vouloir nous connaître avant de se lancer complètement avec nous. Donc, mais par contre, une fois qu'ils sont lancés avec nous, ils s'engagent totalement. Et donc voilà, il y a un petit décalage dans le lancement. Et puis, si je pouvais le résumer comme ça, selon mon point de vue. Oui, on peut être heureux en REP. Ah oui, totalement. Moi, j'étais très heureux en REP. Vraiment, très heureux. Oui, je me demande même d'ailleurs si, c'est une formation en accéléré, quoi, les REP. C'est quelque chose qui, les élèves nous obligent à travailler en collectif d'enseignants, en collectif de professionnels. Je ne sais pas ce que tu en penses de ceci. Oui, tout à fait. On a besoin en fait de l'expertise des anciens, donc des collègues qui sont là depuis quelques années, pour se lancer. Et c'est souvent des conseils précieux parce qu'ils nous font gagner du temps pour pouvoir s'acclimater beaucoup plus vite. Donc oui, vraiment ne pas hésiter à questionner ses collègues, même si c'est 10 fois la même question. Ne pas hésiter à les questionner parce que il y a vraiment des collègues qui sont des pépites dans les établissements REP, même en dehors des REP. Mais en REP, il y a toujours ce challenge où les élèves nous remettent plus facilement en question. Et donc, constamment, on doit prouver en quelque sorte sa valeur. Et les collègues ont plein de routines, plein de petites choses qui peuvent nous aider au quotidien. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à les questionner. Oui, il y a sur le site des cahiers, nous avons plusieurs documents qui renvoient à ce type d'établissement. Et puisque ça va être un sujet récurrent sur comment dire, l'ambiance de classe, paraîtra dans les 15 jours le prochain dossier des cahiers qui aura pour titre Respect, point d'exclamation, je crois. Respect. Donc, on travaillera. C'est un dossier qui travaille sur le respect. J'ai d'ailleurs écrit un article du tout début de ma carrière où on voit comment un dysfonctionnement d'enseignant, à savoir moi-même, peut amener un manque de respect. Merci Baptiste, Alexis, Lébert. Bonjour, bonsoir. Bonsoir. Alors, représentant de l'OZP, pardon, qu'est-ce que c'est que cette association Alors, l'OZP, c'est une association, alors l'Observatoire des zones prioritaires, c'est une association spécialisée, en tout cas, dont le but principal est de recueillir et de travailler la question de l'éducation prioritaire. C'est une association composée majoritairement d'anciens cadres ou personnels qui ont travaillé en éducation prioritaire et qui ont plaisir aujourd'hui à interroger le système sur l'éducation prioritaire. Voilà, moi je suis personnel de direction et membre, alors personnel de direction pour encore quelques temps, mis à disposition de la préfecture de Saint-Denis pour la politique de la ville et membre
pas du comité de rédaction, parce qu'on ne rédige pas comme les cahiers pédagogiques, mais on a un comité d'administration, un conseil d'administration pour réfléchir sur un certain nombre de questions et notamment suivre les évolutions de l'éducation prioritaire. Voilà. Quel constat on peut faire des collègues qui arrivent? Quel est en fait le premier problème auquel ils vont se heurter? Et là, je pense que la question se pose pour les collègues qui seront en REP, mais également pour les collègues qui entrent dans un établissement scolaire. Enfin, on l'a fait, on sait. L'immensité des informations qui va leur être données sur ce jour de rentrée. Donc voilà, on le sait tous, on arrive dans un établissement scolaire et il y a une multitude d'informations. Et le but, c'est d'un moment d'arriver à pouvoir serrer ces informations, serrer les choses qui sont, c'est-à-dire on va essayer de les outiller. Le but, c'est de les outiller pour qu'ils puissent avoir les outils qui vont leur permettre de pouvoir avoir une rentrée la plus apaisante et la plus sereine possible. Voilà. Ça, je pense que c'est pour tous, dans tous les métiers. On se retrouve en une journée. Les collègues sont sous le flux d'informations et le but, c'est d'essayer de les outiller. Donc, l'avantage et je tiens à remercier le CRAP et les pédagogiques, c'est qu'on a mis nos intelligences en commun et pour essayer de travailler sur ce dossier. Et c'est vrai que nous, derrière, on est aussi un recueil d'informations, un recueil d'outils qu'on peut aller consulter de manière journalière. Voilà, on essaye d'avoir une veille informationnelle de tout ce qui se fait sur l'éducation prioritaire pour permettre aux collègues de pouvoir saisir un certain nombre d'informations, de saisir des petites choses qui pourraient leur plaire tant sur le contenu pédagogique que sur des projets qu'ils voudraient mettre en place, etc. C'est vrai que quand on en discute entre nous, on essaye simplement de mettre à disposition ces choses-là pour permettre aux collègues de ne pas s'épuiser. Voilà, parce que c'est vrai qu'une rentrée en éducation, une rentrée dans l'éducation, c'est une première semaine assez épuisante. C'est-à-dire que on sort tous de 2 mois de vacances, voilà. Et le 15 ou le 20 septembre, outre les extinctions de voix nombreuses, il y aura aussi un épuisement généralisé absolument incompréhensible de la part d'une personne qui ne connaît pas le monde de l'éducation et qui est très surprenant parce que vraiment on voit des grandes fatigues très rapides. Donc on peut dire aux collègues jeunes et moins jeunes qui vont débuter en REP comme enfin, voilà, qu'il est normal, que la somme d'informations est fatigante. Et dans les informations, il y a les noms des élèves aussi, il y a le rapport aux élèves, il y a tout ça fait partie, et c'est vraiment une fatigue qui peut être difficile à gérer au début. Donc, dormez bien. Quand on parle REP, on pense beaucoup collège, lycée, mais évidemment, il y a aussi le premier degré. Et Rachel Aran, bonjour. Bonjour, bonsoir. Il y a Oui, effectivement. Il y a un effet de lumière sur, mais c'est très beau. Voilà, ça fait comme un voile devant toi. Voilà, c'est pour dire qu'en Bretagne, puisqu'en fait, je suis en éducation prioritaire en Bretagne, il fait aussi très beau, 32 degrés aujourd'hui, donc voilà. C'est plutôt inquiétant. Donc, tu es en Bretagne, tu es conseillère pédagogique. Pas du tout, non, pas Qu'est-ce que conseillère je... pédagogique, Non, qu'est-ce que je coordonnatrice raconte? d'un réseau d'éducation prioritaire. Alors, je suis professeure des écoles depuis 2013 en éducation prioritaire, donc j'y ai enseigné en maternelle, en élémentaire, et j'ai aussi été coordonnatrice d'un REP, d'un réseau d'éducation prioritaire. Voilà. Oui. Qu'est-ce que c'est qu'une rentrée en REP primaire? Quelles sont les spécificités? Alors déjà, tout ce qu'on vient de dire est vrai aussi pour les écoles, c'est-à-dire que de toute façon, les premiers jours, on est bombardé d'informations, il faut serrer ces informations, les hiérarchiser. Un des éléments extrêmement importants, c'est l'accueil des élèves, l'accueil des parents aussi, puisqu'on est les parents sont beaucoup plus présents à l'école qu'ils ne le sont au collège ou voire au lycée. Donc ça, c'est un élément important. Effectivement, si on travaille en maternelle, avoir une relation avec son ATSEM, quand on débute, eh bien, souvent l'ATSEM est là depuis quelque temps, ça permet aussi d'être un élément d'information. Enfin, c'est une source d'information importante sur les familles, sur les élèves, sur l'organisation de l'école. Bien entendu, la direction et les collègues sont deux personnels ressources extrêmement importants. Après, il y a une particularité, si on peut dire,
s'il y a une particularité, enfin des différences entre REP et hors REP, c'est le public. Souvent, voilà, on peut avoir affaire à des parents qui maîtrisent pas toujours bien le français. La communication du coup avec les parents peut être un élément de complexité, où la maîtrise aussi de l'écrit est complexe. Donc les communications se font beaucoup plus à l'oral qu'elles ne se font à l'écrit. Moi, je vois dans l'école où je suis, par exemple, il n'y a pas de cahier de liaison parce qu'on s'apercevait qu'il n'était quasiment jamais ouvert. Donc, la communication, elle se fait au travers d'affichage et puis de communication directe avec les parents. Ça, c'est un élément essentiel aussi à prendre en compte. Voilà. Après, il y a un travail partenarial qui est beaucoup plus important que dans d'autres types d'écoles. La collaboration aussi avec l'ensemble de l'équipe, mais pas que en réseau. Le terme réseau veut aussi dire qu'on va travailler avec les écoles du réseau, avec le collège aussi. Donc, il y a tout un travail comme ça qui est beaucoup plus présent dans les écoles en REP qu'il ne l'est ailleurs dans d'autres écoles. Oui, ça permet de dire qu'il faut aussi lutter contre les idées fausses des enfants que l'on a en REP. Enfin voilà, si certains enfants peuvent se trouver problématiques, tous ne le sont pas. Rachel. Alors déjà, ça c'est évident, tous les enfants ne sont pas problématiques. Voilà. Et puis aussi lutter contre toutes les idées fausses et les stéréotypes autour de la pauvreté, autour des familles défavorisées, etc. Globalement, elles font confiance à l'école, elles ont envie que leurs enfants aillent à l'école et qu'ils réussissent à l'école. Donc nous, notre rôle d'enseignant, c'est effectivement de tout mettre en place pour que ces élèves réussissent. Et les enfants aiment l'école. Enfin, je veux dire, de façon globale, ce sont des enfants qui sont contents d'être là, qui sont contents d'avoir un maître, une maîtresse, et puis de travailler. Donc, ça, c'est des éléments importants. Quand on dit qu'on est bien en éducation prioritaire, c'est pas un monde sauvage. Oui. Voilà, c'est une école aussi. Donc, on y est enseignant, tout comme ailleurs. Merci Rachel. Laurent Kaufmann, bonjour. Laurent. Bonjour à tous. Bon, Laurent, tu peux te présenter quelques mots? Oui, je suis donc principal en éducation prioritaire en Seine-Saint-Denis. Je suis personnel de direction depuis 14 ans, dont 14 ans en éducation prioritaire. J'y suis heureux et j'essaye de faire en sorte dans mon quotidien que les élèves et les enseignants y soient heureux. Et je rejoins ce que tu disais tout à l'heure en introduction, on peut être heureux dès les premières années en éducation prioritaire. Je ne vais pas répéter ce qu'on dit très bien Alexis, Baptiste et Rachel. Ce qui est important, effectivement, c'est l'accueil pour les collègues qui vont commencer. Et c'est plus facile, quelque part, de rompre. On fait des métiers qui sont des métiers personnel d'éducation, personnel de direction et personnel enseignant. Il y a une part de solitude dans nos métiers. Et c'est vrai que l'éducation prioritaire peut-être permet de travailler davantage en équipe et de développer cette capacité à travailler en équipe parce que dans certaines situations, c'est absolument nécessaire parce que oui, c'est plus difficile. Les élèves peut-être sont moins familiers, certains élèves sont moins familiers avec les codes scolaires, mais comme l'a dit Rachel, il y a une très grande attente de la part des familles à l'égard de l'école. Et c'est aussi pour ça qu'on va très vite y trouver de la joie parce que le sens de nos métiers est assez immédiat et qu'on fait progresser quand même très rapidement les élèves à partir du moment où on a des collectifs qui tournent. Et donc, pour reprendre le fil de l'accueil, en tant que personnel de direction et en tant qu'équipe de direction, j'insiste beaucoup sur cette notion, c'est important de bien accueillir les adultes pour qu'ils accueillent bien les enfants. Donc, c'est un rôle très important. Et les personnels de direction sont des personnels ressources pour vous dès les premiers jours, même s'ils paraissent inatteignables et toujours occupés et très débordés. C'est vrai qu'on a beaucoup de travail, mais qu'on a du temps à consacrer. Ça fait partie de nos missions, de l'accueil des publics qui arrivent, les nouveaux collègues, parce que souvent, une des typologies, on a parlé de la typologie des élèves et des familles, mais une des typologies des établissements en éducation prioritaire, c'est que souvent, les collègues, il y a, pardon pour le terme anglais, il y a un turnover, il y a beaucoup de changements. Et du coup, effectivement, on peut, avec 3 ans ou 4 ans, être un très ancien dans l'établissement.
Et donc, l'important pour les équipes de direction, c'est de faire un maillage entre les anciens et les nouveaux, de manière à les accompagner et à questionner soit les difficultés, soit voilà, les réalités du métier. C'est-à-dire qu'on peut conseiller largement aux jeunes collègues, en cas jeunes collègues, aux collègues débutants, puisque c'est le sujet, d'aller et d'ouvrir la porte du principal si elle est fermée. Moi, je l'ai rarement vu dans ma carrière. Et pour exposer le souci, on en parlera sur l'accueil tout à l'heure, qui sera notre premier sujet. Mais vraiment, je crois que c'est pas. Enfin, on le voit bien quand on t'entend, le personnel de direction n'est pas au-dessus et loin des collègues. C'est souvent d'ailleurs un ancien collègue. Enfin, un ancien collègue, un ancien enseignant, je ne veux pas… Un ancien enseignant, un ancien CPE, un ancien élève. Oui. J'oublie pas l'élève que j'ai été. J'ai aussi été un élève en difficulté. Peut-être que ça joue dans ma perception des choses, mais c'est important de… Enfin, voilà, et oui, vous pouvez venir demander conseil à un personnel de direction. Et puis, de toute façon, en tout cas, c'est ce qui a été dit dans les différents témoignages, de toute façon, ne pas rester seul. Et aller vers les autres. Et on va plus facilement les uns vers les autres en éducation prioritaire. Et puis, on apprend peut-être davantage. Je me souviens d'un Marc Bablet qui disait qu'il peut être partie de l'OZP, qui a été inspecteur de l'éducation nationale, qui utilise le terme de bricolage, et au sens noble du terme. Donc oui, on bricole des choses. Pour vous donner un exemple, au retour du confinement, on a fait un des entretiens individuels avec les 6e et ça s'est tellement bien passé, tout le monde était content qu'on a fait l'année d'après l'expérience de faire des entretiens individuels avec tous les élèves. C'est la 2e année où on fait ça. Vendredi, on ne fait pas la classe normale, enfin les cours débutent lundi, mais vendredi, tous les élèves auront un entretien individuel d'une dizaine de minutes avec un enseignant ou un assistant d'éducation. Des choses qu'on a inventées, on en a entendu parler ailleurs. Enfin, voilà, c'est quelque chose, il y a beaucoup de graines qui germent en éducation prioritaire. Oui, ça veut dire déjà on écoute l'élève, quoi. On le rend sujet et on espère qu'il sera sujet de sa scolarité. Alors, un webinaire, ça passe très vite. On aura 4 ou 5 sujets, 4 thèmes. Donc, on va en interaction les uns avec les autres. On va essayer d'aller vite. Mais d'abord, Ben, est-ce que ça réagit déjà dans le chat? Est-ce que… Alors, pas beaucoup de réactions pour le moment. Une question peut-être voilà, où on trouve que c'est effectivement très rassurant de constater qu'un certain nombre de personnels sont ravis et sont contents d'être en REP. Que faire quand ce n'est pas le cas, quand c'est une contrainte et quand c'est subi? Qui veut répondre? Baptiste? Je viens de voir la réponse de Rachel, c'est exactement ça. Ne pas avoir peur d'en parler avec ses collègues. Justement, j'avais une collègue de mathématiques qui disait tu ne rentres pas à la maison avec les problèmes du collège. Donc, quand il y a un incident, quand il y a quelque chose qui ne va pas, prendre le temps de rester, de souffler, d'avoir ce sas de décompression pour en discuter avec les collègues, obtenir leurs conseils. Et puis, si ça ne suffit pas, comme l'a dit Laurent, il y a aussi l'équipe de direction qui peut être aussi un atout. Mais vraiment prendre le temps d'en discuter avec les collègues et ne pas rester seul avec ces problèmes, et ne pas avoir peur de se dire je suis en difficulté et j'ai peur en parlant de mes problèmes, j'ai peur qu'on pense que je suis un mauvais prof. On a tous des difficultés, on a tous à un moment donné où on rate des cours, où on a des moments de moins bien dans l'année, ça arrive à tous et il faut vraiment en parler. Oui, puis on n'est pas exempt de l'erreur, hein. Rachel. Oui, et c'est tout à fait ça. Il ne faut surtout pas rester dans son coin. Je pense que l'isolement, c'est la pire des situations, qu'on soit en éducation prioritaire ou pas d'ailleurs, quand ça ne va pas, quand on n'arrive pas avec un élève, qu'on n'arrive pas à quelque chose. Je pense que d'en discuter avec ses collègues, on n'aura pas forcément une solution miracle qui va apparaître, mais on aura pu avoir déjà ce sas de discussion et puis on s'enrichit les uns les autres. C'est-à-dire que les choses se construisent aussi avec le temps. On ne devient pas expert du jour au lendemain. Donc, ne pas hésiter à être en relation avec les collègues et en discuter. On va aborder notre premier thème qui sera justement quel premier conseil donner à un jeune collègue, à un collègue qui arrive,
qui débutent en éducation prioritaire. Je vais arrêter de dire jeunes parce qu'il peut y avoir des plus anciens qui arrivent également. Baptiste? Alors là, il y a les conseils un petit peu pratiques. Vraiment, le premier jour, quand on arrive, essayer de penser, d'essayer de trouver son coordonnateur de discipline, rencontrer l'équipe de direction. Je dis bien l'équipe de direction avec le secrétariat, le principal adjoint, gestionnaire. Voilà, c'est vraiment essayer d'identifier les différents acteurs pour obtenir ces codes, les clés, savoir où est la salle du personnel, les codes de photocopieuse, les identifiants d'ordinateur, le fonctionnement en fait global de l'établissement. Et puis, une fois que ce côté-là est un petit peu passé, ne pas hésiter à poser des questions à ses collègues, en fait. Parce que le premier jour, vous allez avoir énormément d'informations. Ça va faire une surcharge un petit peu cognitive sur le premier jour, mais ne pas avoir peur de reposer les questions une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, même dans le courant du mois de septembre. Questionner ses collègues, je pense que c'est le plus important. Donc, ça peut être quelles sont les règles incontournables de l'établissement, quelles sont les règles au sein de l'équipe, de son équipe disciplinaire, comment vous gérez les conflits, comment vous abordez les classes le premier cours. Voilà, essayer de questionner concrètement ses collègues. Ne pas avoir peur de poser les questions et de les reposer, même si on oublie, parce que il y aura tellement d'informations qu'on risque d'en oublier quelques-unes. Oui, c'est-à-dire en fait, il faut vraiment savoir se repérer dans un établissement, y compris savoir où sont les toilettes. Enfin, ça peut être aussi important que ça. Et on se repère géographiquement dans l'établissement, mais on se repère aussi, je veux dire, administrativement, et puis on se fait connaître en même temps. C'est important, par exemple, de rencontrer et de saluer les femmes et les personnels de service qui sont là à 6 heures du matin quand nous, on se réveille, ou un petit peu avant, et qui font un travail... Enfin, il faut les saluer et les connaître, aller voir le concierge. Toutes ces personnes-là sont importantes, je pense. Rachel, dans le premier degré? Bon, déjà, tous ces principes-là sont valables dans le premier degré. Effectivement, prendre contact avec l'école, découvrir les lieux, etc. L'ATSEM, si on est en maternelle. Tous les autres personnels, s'intéresser aussi au périscolaire, puisqu'il y a du lien en général très, très fort entre l'école et le périscolaire. Il y a aussi un élément dans les écoles de l'éducation prioritaire qu'on appelle l'accompagnement éducatif. Donc, vous serez amené certainement à faire de l'accompagnement éducatif dans votre école. Donc, comment ça fonctionne? Quelles en sont les modalités? Il y a un autre élément, c'est aussi connaître le référentiel de l'éducation prioritaire. Ça, c'est un élément qui me semble important, en plus du projet d'école et du projet de réseau, qui vont vous donner les grandes tendances et puis les actions qui sont prévues dans l'établissement. Oui, l'ouvrage auquel a participé Baptiste donne vraiment des conseils. Surtout que vous pouvez être arrivé dans l'établissement en juin. Vous pouvez avoir votre nomination en juin, si vous êtes par voie de mutation, juin ou début juillet, comme vous pouvez simplement l'apprendre aujourd'hui. Hein. Et l'intérêt de cet ouvrage, c'est on a même des dialogues. Quel type de questions à poser et quels sont les niveaux que j'aurai? Ça, c'est important. C'est même fondamental. Combien d'heures est-ce que j'ai à effectuer? Ce n'est pas la même chose effectuer 18 heures, 21 heures, comme on pouvait le faire comme on était PEGC, et 26 heures quand on a énormément d'heures supplémentaires dans certaines disciplines comme l'éducation musicale et qu'il n'y a qu'un seul enseignant. Quel est le matériel qu'on a à sa disposition? Ce sont des petites choses qu'on redécouvre au fur et à mesure, mais qui, je crois, sont formidablement importantes. Est-ce que quelqu'un veut intervenir, Alexis? Oui, moi Laurent, je voudrais redire un petit. Pardon, Alexis. Par rapport à ce que vient de dire Rachel et ce que tu dis, Jean-Charles, promenez-vous dans l'établissement. Découvrez, et dans l'établissement et ses alentours.
C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une démarche de réseau, ce que disait Rachel, un collège en éducation prioritaire est attenant à des écoles qui sont en éducation prioritaire, et inversement, des écoles en éducation prioritaire sont attenantes à un collège. Donc, promenez-vous dans le quartier, il faut que ce soit familier pour vous. Promenez-vous dans l'établissement, il faut s'y perdre. Les établissements scolaires sont organisés, sont quand même souvent assez grands, sont organisés d'une manière parfois particulière, et il faut prendre possession des lieux. Parce qu'ensuite, quand l'année a commencé, s'il y a des espaces que vous ne maîtrisez pas, c'est plus difficile. Et comme tu dis, Jean-Charles, très prosaïquement, allez voir les toilettes des élèves aussi par curiosité. C'est quand même un sujet récurrent en France, donc c'est aussi très, très important. Mais voilà, et promenez-vous dans le quartier. Et si je peux donner un conseil, quand j'étais CPE avant, j'étais allé dans l'association de quartier qui accueillait les élèves à l'aide aux devoirs. J'étais dans la cité à côté du collège. Et ben, vous ne pouvez pas savoir la légitimité complètement que j'ai gagnée, le fait que le collège, d'un coup, rentrait dans le quartier, s'intéressait à ce qui se passait, venait voir les élèves travailler. Et voilà, il ne faut pas que ce soit des mondes imperméables. Il y a des temps pour ça. On ne rentre pas dans une école ou dans un collège comme ça, d'autant plus malheureusement avec Vigipirate, mais il ne faut pas que ce soit des mondes clos par rapport à l'environnement immédiat. Les enseignants peuvent sortir dans le quartier, il n'y a en général aucun risque, hein, et puis que le monde vienne aussi vers les écoles et les collèges. Ce que disait Rachel, on est dans une logique de réseau, on a des partenaires. Vous allez mener des projets pédagogiques avec des associations de quartier, avec des intervenants extérieurs. Donc, le premier temps, ce qui va participer à la fatigue dont parlait Jean-Charles, en plus de vos cours, de préparer vos cours, de les assumer, mais promenez-vous dans le quartier, découvrez les lieux, c'est très important. Oui, et ça donne en plus un vocabulaire commun avec vos élèves, à savoir si vous connaissez les lieux, vous savez de quoi ils parlent. Et ils sont très sensibles au fait que l'on reconnaisse l'espace dans lequel ils vivent. Moi, je suis très, très favorable à tout ce qui est dit. Alexis, tu veux rajouter quelque chose? Pardon. Ce que dit Laurent et les collègues est tout à fait raison. C'est-à-dire que, comme on dit, les élèves, ils savent tous ces codes. Ils ont déjà un certain nombre, ils connaissent un certain nombre de choses et ils vont voir s'ils ont face à eux un enseignant qui ne sait pas tout, mais en tout cas qui sait les choses. Voilà. Parce que sinon, ils vont se retrouver dans une position de force. Et c'est vrai que c'est assez amusant. On s'en rend compte quand à un moment, on ne sait pas où est le bureau du CPE, quand un collègue ne connaît pas où sont les toilettes, etc. Ben, les élèves se trouvent dans une position de supériorité par rapport aux nouveaux collègues. Voilà. Et ça, je crois que c'est des choses qui sont importantes. Voilà. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut qu'on soit rassuré et assuré quand on est face à ces élèves. On peut se tromper, on pourra faire une erreur, mais dans ce cas-là, on l'assume complètement. Ah, ben, j'ai confondu les toilettes enseignants avec les toilettes élèves. C'est pas grave. Mais c'est-à-dire qu'on a des collègues qui sont assurés ou rassurés. Ça donne cette prestance auprès des jeunes collègues qui arrivent par rapport aux élèves. Si à un moment on sent qu'il y a ces difficultés-là, ces peut-être fluctuations et à un moment ces moments d'hésitation, bah, les élèves ils le sentent très vite. Hein. Ils ont une perception de ce ils fonctionnent sur ces perceptions. Voilà. Donc c'est vrai qu'après tout ce qui a été dit par les collègues par rapport à l'ensemble de la découverte de l'espace, moi j'y adhère totalement. Voilà. Je pense qu'on peut faire un sort également à ce que risquent d'entendre nos collègues, qui est tous jouent dans les 15 jours. Ça, c'est pas vrai. Non. Tout est rattrapable, sauf des énormités. Enfin bon, mais dans ces cas-là, c'est irrattrapable partout. Donc, rien ne se joue dans les 15 jours. Tout est rattrapable. Ne souriez pas avant Noël. Ça aussi. C'est horrible. C'est horrible. Vous imaginez accueillir des enfants sans sourire, enfin, sans être agréable. Enfin, on est dans une relation humaine. On ne peut pas dire. Enfin, c'est pas parce qu'on sourit, c'est pas parce qu'on est. Enfin là, on instaure une relation, je dirais, aimable et respectable, qu'on n'a pas d'autorité. Il ne faut pas confondre la bonne humeur, voilà, et l'autorité.
Voilà, ça, il faut vraiment bannir. Et on pourrait presque dire que ce qui est bien, c'est de s'apercevoir qu'on a quand même des collègues qui peuvent être toxiques là-dessus. Donc, quelquefois, il faut se méfier. Et bon, je dis ça parce que je vais sortir du métier, donc je n'ai plus rien à craindre d'aucune salle des professeurs. Mais voilà, et certains collègues peuvent être toxiques, mal vivre leur métier, comme il y en a dans toute profession. Et donc, il faut faire attention à ça. On va parler maintenant du rôle du chef de l'équipe de direction, en fait, parce qu'il n'y a pas que le chef d'établissement, Baptiste. C'est un rôle particulier quand même en REP. Oui, en fait, alors, bien souvent, il faut voir le personnel de direction comme un allié. Malheureusement, comme tous les enseignants, hein, il peut y avoir des enseignants qui, comme tu disais, qui pouvaient être toxiques. Ça peut arriver malheureusement aussi chez les personnels de direction, parce que la REP+ peut être un tremplin pour leur carrière, etc. Enfin, voilà, il y a un certain nombre de choses qui se jouent. Mais ne pas y aller avec un a priori, parce que comme l'a très bien dit Laurent, le personnel de direction était enseignant, donc il peut avoir des petites astuces pour nous aider. Il a une connaissance de son établissement, donc il va nous donner des informations. Il a une connaissance au niveau administratif, voilà, notamment dans les premiers jours, pour tout ce qui est paiement. Donc ça, on va aller voir avec le secrétariat de direction. Donc pour le paiement du salaire, avec accéder à la prime d'installation, voilà, il y a des démarches administratives. Si on a un doute, ne pas hésiter à aller le voir. Et puis, parce que ce sera toujours une personne qui pourra nous aiguiller à en donner. Je ne sais pas à qui je dois donner mes documents pour être payé le jour de la rentrée. Il va nous aiguiller vers le secrétariat. Je ne sais pas comment gérer une difficulté avec un élève. Il y a l'assistante sociale ou l'infirmière ou le CPE. Voilà, il va être un facilitateur pour notre travail au quotidien. Et puis, il va pouvoir aussi nous donner des missions particulières, nous solliciter aussi sur des missions au quotidien, comme professeur principal, comme coordonnateur de discipline par la suite, pas quand on arrive, mais voilà, il a une vue d'ensemble et ça peut être une ressource de l'établissement. Et c'est une ressource. C'est pas que ça peut, c'est que c'est une ressource. Mais surtout, c'est quelqu'un qui connaît son établissement, qui connaît l'environnement et qui peut. J'ai été voir le main principal pour lui dire, je ne sais pas où je vais pouvoir habiter dans le coin. Est-ce que il m'a indiqué quelle était la bonne personne à aller voir pour obtenir ce qu'il y avait à l'époque des appartements de fonction. Excusez-moi de passer un peu pour un vieux là, mais c'est l'époque pour moi. Et voilà. Et ce sont des personnes importantes. Laurent. Nous sommes interdépendants, en fait. Et alors là, moi, j'arrive à un âge et puis je suis sur un établissement depuis un certain nombre d'années, donc je connais bien l'établissement, mais j'ai besoin aussi d'avoir justement le retour des collègues sur comment ils se sentent, parce que c'est hyper important la santé des collègues. Mais je peux donner des informations sur les familles, mais tout de suite, les enseignants ont aussi des informations sur les élèves, donc on a besoin les uns des autres. Effectivement, sur toutes les questions administratives, sociales, on a un service ressources et enfin on est un service ressources parce qu'on peut orienter. Jean-Charles, ce dont tu parles, c'est les logements de fonction dans les établissements scolaires. Parfois ils sont libres et ils sont loués dans ce qu'on appelle en COP, en convention d'occupation précaire. C'est des tarifs un tout petit peu moins importants que les loyers alentours. Donc ça peut être une solution si on est dans une grande précarité à un moment donné au démarrage dans certains endroits. Et puis les directions départementales et les rectorats ont des services sociaux qui peuvent aussi aider les collègues. Et puis après, n'oubliez pas que vous avez aussi. Alors, Baptiste a raison de dire que voilà, on n'est pas tous faits du même bois, on n'a pas tous la même formation, on ne vient pas forcément tous en éducation prioritaire pour les mêmes raisons. Et parfois, on n'a pas envie d'y rester. Mais il y a aussi des collègues qui débutent. Donc, il faut être un peu bienveillant aussi avec les équipes de direction qui débutent. Nous aussi, on bricole, nous aussi, on se trompe. Ça a parfois des conséquences importantes quand on rate un emploi du temps, quand les listes des élèves ne sont pas à jour. Donc, ce n'est pas forcément des dysfonctionnements. Ça peut être des signes de dysfonctionnement, voilà, mais ce n'est pas forcément ça. Et l'idée, à un moment donné, voilà, c'est d'essayer d'avoir un sentiment d'appartenance à l'établissement parce qu'on cherche la même chose pour les élèves.
Ça ne veut pas dire que ça gomme les différences, qu'il n'y a pas de désaccord, et c'est même fructueux les désaccords, parce que ça oblige à entendre le point de vue de l'autre, ce qui n'est jamais inutile, et ça fait en général évoluer tout le monde. Donc oui, on est dans cette perception-là, et alors c'est la cohérence du cadre. On peut aussi être à un moment donné amené à recevoir un élève, une famille, pour dire que l'attitude, le comportement ne va pas. C'est pas décorrélé de l'équipe enseignante, mais c'est en complément. Et on peut venir chercher du soutien auprès du chef d'établissement. Et puis, alors là, on est sur la rentrée, sur l'accueil, mais tu en as parlé, Jean-Charles. Les premières semaines, l'entrée dans l'automne, le début de l'hiver, c'est des périodes difficiles pour les élèves comme pour les adultes. Ne pas hésiter à aller voir son équipe de direction pour dire que ça ne va pas, si vraiment ça ne va pas. Moi, ça m'est arrivé de dire à des collègues, prenez 3 jours et reposez-vous. L'important, c'est de faire une année scolaire en entier. Il vaut mieux, enfin voilà, Baptiste est professeur de PS, une course de fond, on n'est pas à fond de train du début jusqu'à la fin de la course. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et donc, c'est important de se préserver aussi sur la durée. Oui. Baptiste? Oui, en fait, j'allais réagir parce que l'image me parle d'autant plus que dans le livre, on en parle. Oui. On dit aux jeunes, aux collègues qui débutent de penser l'année comme un marathon et pas comme un sprint. Donc, c'est vraiment ça. Quand on dit le premier jour, j'ai raté ça, ben, c'est pas grave, il y aura le cours d'après, puis le cours d'après pour rattraper. Voilà, donc, quand on dit le premier jour, c'est là que tout se joue, non, on le rattrapera tout au long de l'année. Donc, il ne faut pas paniquer. Même si ça peut avoir un côté angoissant, hein, je le reconnais. Oui, oui. Mais voilà, on peut toujours tout rattraper. Donc ça, il n'y a pas de souci. Alors, sur le chat. Pardon. Je voulais juste intervenir sur la direction. Dans les écoles, à moins d'être dans une très grosse école, en général, le directeur ou la directrice est aussi enseignant. Donc, il garde aussi cette connexion avec la classe. L'équipe de direction, c'est aussi l'IEN et les conseillers pédagogiques. Et je pense qu'il ne faut pas hésiter non plus à entrer en contact avec eux et puis de se faire accompagner si besoin est. Ça, c'est des éléments, parfois, on les voit comme des gens très éloignés, très extérieurs, très je ne sais pas quoi. Ils font aussi partie des ressources auxquelles on peut faire appel. Et juste une petite chose, on parlait des élèves tout à l'heure, il y a quand même une particularité que moi j'ai vécue en éducation prioritaire, c'est qu'on parlait des listes des élèves, elles évoluent beaucoup. C'est-à-dire que sur une classe de 24 élèves, j'ai à peu près la moitié de la classe qui disparaît. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de départs en cours d'année et d'arrivées en cours d'année. Donc, on peut se retrouver effectivement à devoir accueillir tout au long de l'année de nouveaux élèves dans sa classe. Et ça, c'est une spécificité REP, ça. Eh ben, en tout cas, chez nous, oui, il y a beaucoup moins de turnover, on peut dire, d'élèves dans les autres écoles. En éducation prioritaire, on a beaucoup ça. Et je vois des élèves qu'on accueille en petite section, sur une cohorte de petite section, arriver en grande section, on n'en a plus que la moitié, parce qu'il y a beaucoup de départs, d'arrivées, etc. Donc l'accueil, il se fait les premiers jours, mais il se fait tout au long de l'année aussi. Oui. Et ça, c'est un élément qui est important. On avait le même constat moi j'étais sur Grigny, donc dans l'Essonne, et tous les ans, c'était peut-être pas autant, mais on avait 2-3 élèves par classe qui déménageaient, ça pouvait arriver. Et donc, et même il y a aussi des arrivées d'élèves en cours d'année, donc qui peuvent être allophones, donc qui ne maîtrisent pas la langue. Donc, comment on les accueille, des élèves qui arrivent suite à un conseil de discipline d'un autre établissement, comment on accueille tous ces élèves alors qu'on est déjà dans le train en marche. En fait. Comment on les aide à prendre ce train en marche? C'est en prenant le temps de leur parler, de leur poser des questions, de savoir qui ils sont. Je pense qu'en REP, c'est d'autant plus important de s'intéresser aux élèves, de savoir ce qu'ils font dans la vie, est-ce qu'ils ont des activités, des passions, qu'on prenne le temps pour qu'ils puissent prendre le train en marche. Oui, parmi les phrases toxiques, il y a aussi ne rien laisser passer, écrit Jean-Michel Zakhartchouk dans le chat. Essayez de ne rien laisser passer, juste essayez et vous verrez que c'est absurde.
Enfin bon, c'est C'est impossible. compliqué. Il faut réussir à ne pas voir. Moi, je suis convaincu. Et puis, quelquefois, il y a des choses que. Non, je vais pas dire que quelquefois, il y avait des bêtises que je voyais en me disant ah, gamin, j'aurais bien aimé les faire. Bon. Ben, sur le chat, je suis un peu effrayé du temps qui passe. Hein, ça va à toute vitesse. C'est le premier de l'année, on perd le rythme et on va rester là jusqu'à 23 heures. Hein. Dis-moi, Ben. Alors ça va parce qu'il y a peu de questions, mais beaucoup de commentaires sur notamment évidemment autour de cette histoire de relation, de distance à mettre ou à pas mettre entre les profs et les élèves. Quelle est cette bonne distance, voilà, de pas voilà que les élèves ne sont pas dupes en fait, voilà, c'est un peu ce qui revient dans les commentaires, de voilà qu'on n'a pas à se trouver une fausse posture par rapport à ça. Des questions également, je pense que c'est à peu près prévu normalement qu'on y réponde sur la différenciation, Oui. sur la gestion de classe. Mais on ne vous apprendra pas la différenciation en quelques minutes. Hein. C'est pas, c'est pas. Le numéro 558 qui est cité dans le chat, les élèves migrants changent l'école, est un extraordinaire dossier des cahiers pédagogiques. C'est un dossier absolument remarquable. J'ai eu à travailler dessus il n'y a pas longtemps et vraiment c'est un très beau dossier. Baptiste, la gestion Oui. de la classe, parce que c'est quand même dans toutes les questions qui nous ont été posées, ça semble être la grosse angoisse quoi, pour les collègues Ouais. qui arrivent. Alors, C'est quoi le profil de nos élèves en REP? le profil de nos élèves, alors, en fait, c'est difficile de répondre à cette question parce que chaque REP a ses problématiques. Il ne faut pas croire que toutes les REP sont identiques. Simplement, si je peux me permettre de répondre à la question qui est dans le chat, quelles sont les règles de gestion de classe à mettre en place dès le début de l'année? Moi, j'avais tendance à n'en mettre que deux. C'était le respect. Donc, alors, de moi, déjà vis-à-vis des élèves, que les élèves me respectent, qu'ils se respectent entre eux. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel je suis intransigeant. Par contre, comme j'ai vu, on ne se moque pas. Donc nous-mêmes, on doit respecter nos élèves, ne pas se moquer d'eux, faire attention, second degré, surtout quand ils ne nous connaissent pas. Et la sécurité. Pour moi, en EPS, encore de façon plus particulière, mais même dans les autres cours, on ne met pas en danger ses camarades, on ne se met pas en danger, on ne met pas en danger les gens avec lesquels on travaille. Donc, voilà, ça, c'était les deux règles pour lesquelles je ne laisse rien passer. Et par contre, après, il y a d'autres règles où on nous a dit des fois sur le manteau, sur la capuche, etc. Là, ce sont des règles qui ne mettent pas directement le respect en jeu, la sécurité en jeu. Donc, il y a des moments où il faut savoir aussi lâcher du lest. On ne pourra pas tout contrôler sur l'arrivée. En plus, c'est impossible, on s'épuiserait. Donc, ne pas hésiter à être souple sur certaines règles pour montrer à l'élève qu'on fait un pas vers lui et à un moment donné, il fera un pas vers nous aussi. Si je peux me permettre, j'ai une anecdote là-dessus où j'avais un élève, notamment à Évry, où le premier jour, il avait écouteurs, capuche, et on m'avait dit, il faut tout de suite leur enlever écouteurs, capuche. J'ai essayé, j'ai vu qu'il se braquait. Donc, je me suis dit, bon, la seule chose pardon, que je te demande, c'est les écouteurs et capuche, d'accord? Mais par contre, je veux que tu m'entendes. Sur le trajet, je veux que tu m'entendes. Si je donne une consigne, il faut que tu puisses, si jamais pour ta sécurité, il y a une voiture ou autre. Et en fait, quand il a vu que je faisais ce petit pas, même si ça m'a énormément coûté sur le moment, c'était ma première année, cet élève-là a vu que je n'étais pas là pour l'embêter et a compris et a assimilé les règles. Au début, il se mettait dans un coin du cours et puis au fur et à mesure, il a enlevé la capuche, il a enlevé un écouteur, puis le deuxième. Ça a demandé du temps, mais à la fin, il pratiquait au cours. Donc, c'était vraiment… j'ai essayé d'avoir ce respect envers lui, d'avoir ses règles de sécurité et en même temps de ne pas le prendre frontalement. Voilà, c'était de faire un pas vers lui. Frontalement, il y a affrontement, il y a frontalement dedans. Hein, enfin, à titre personnel, je pense que si il faut se renseigner sur les règles de l'établissement, sur les règles de l'équipe, les règles disciplinaires également, qui sont importantes, et ne pas les adapter de façon à sortir de ce cadre. Pensez, les chers collègues qui débutaient, qu'une attaque contre vous est souvent une attaque contre le cadre, mais pas contre vous personnellement. On attaque quelque chose du cadre, ou le cadre nous effraie. Baptiste, on avait une discussion sur le manteau. On peut dire à l'élève, enlève ton manteau. Point, c'est indiscutable.
à titre personnel, mais je pense que je ne l'aurais pas fait en REP. Le manteau était pour moi je considérais que l'élève j'étais pas dans un établissement difficile depuis quelques années. Le manteau était une nécessité pour l'élève pour se protéger en entrant dans un nouveau cours, etc., etc. Donc il me disait j'ai froid parce qu'il fait 32 degrés comme en Bretagne actuellement et ils sont capables de dire il fait froid. Et ils sont pas malhonnêtes en disant ça, hein, la plupart du temps, hein. Je dis bon bah réchauffe-toi et dans 2 minutes tu pourras enlever ton manteau. Et pendant les 2 minutes, il prenait le temps de se rassurer et au bout de 2 minutes, tout le monde avait enlevé son manteau. C'était vraiment, c'était Laurent. Je crois que tu. Et je voudrais juste deux petites choses rapides. D'abord, sur le manteau, on va très clairement être dans une adaptation massive dès cette année, parce qu'il y a des économies de chauffage, il va falloir en faire. Non, mais je suis très prosaïque. Oui, ah ben, je suis complètement d'accord. Et donc, le curseur va bouger. Et l'autre chose que je voulais dire, en fait, la posture d'autorité, on l'a construit, elle s'acquiert avec l'expérience. Là où, enfin, je rejoins Baptiste, il vaut mieux au début 2 principes qui sont clairs, c'est surtout l'explicitation, sur lesquels il n'y a pas de négociation, et puis le reste, on voit. Mais poser 10 principes, sachant qu'on ne pourra pas les tenir, on va se mettre en difficulté. Et après, il faut être le plus proche de soi-même. Si on manie l'humour, on le fait avec respect, mais on peut avoir de l'autorité et faire de l'humour. Et puis, on peut être rigoureux, à sourire quand même, hein, on l'a dit tout à l'heure, mais on peut être rigoureux. Les élèves apprécient ça, et Jean-Charles l'a dit, en collège, en tout cas, pour reparler du collège, 11-15 ans, c'est une mutation extrêmement importante pour les filles comme pour les garçons. Ce n'est pas les mêmes enjeux, ce n'est pas les mêmes moments de maturité. Et nous, je rappelle, on est un système massifié et ça, on ne sait pas très bien faire l'individualisation. Donc voilà, c'est important d'avoir ça en tête. Rachel Oui, alors, pardon. Vas-y, Rachel. Sur les notions de respect, je pense qu'il y a aussi une attitude de l'enseignant. Là, on parle du manteau, etc. Moi, une petite anecdote aussi, c'est qu'un jour, j'ai une élève qui refusait d'enlever son manteau, et puis, une fois, 2 fois, et puis, bon, je laisse tomber parce que si elle ne l'enlevait pas, c'est qu'il y avait quelque chose. Et puis, en discutant individuellement, c'est-à-dire sans la confronter au groupe classe, en fait, elle voulait tout simplement pas enlever son manteau parce qu'elle était juste en t-shirt dessous. Parce que voilà, il n'y avait pas, faisait que les tenues vestimentaires, elle n'avait pas de vêtements suffisamment pour s'habiller et que effectivement le t-shirt qui était un peu trop court, un peu trop juste, parce que voilà, il y a aussi ces éléments-là qui rentrent en ligne de compte. Et je pense que dans la relation, c'est si un élève refuse quelque chose, c'est qu'il a une bonne raison de le faire. Alors après, laquelle, c'est à voir et à discuter. C'est pour ça que parfois, la règle générale, elle doit être... il y a une règle générale, mais il faut aussi accepter une certaine flexibilité. Ouais. Parce que c'est comme quand on exige, je ne sais pas, moi je sais que je suis dans certaines écoles, par exemple, on met des chaussons, on demande aux enfants d'amener des chaussons pour être en classe. Sauf que parfois, en éducation prioritaire, acheter une paire de chaussons pour être en classe, financièrement, ce n'est pas possible. Donc, il y a des choses comme ça où la flexibilité, elle est liée aussi au contexte. C'est-à-dire qu'on ne peut pas exiger certaines choses parce que ce n'est pas possible, par exemple, financièrement pour certains jeunes. Oui. Il y a aussi dans dans la subtilité des règles et de gestion de la classe, certains élèves sont en conflit de loyauté entre ce qu'on leur dit aussi à la maison, ce qu'ils vivent, la culture familiale et ce qui se passe à l'école. Et ça, tu fais le lien, pardon Rachel, tu fais le lien avec le thème suivant, donc vas-y, à savoir les parents. Vas-y, parce qu'on est vraiment, on prend trop de temps, mais vas-y, c'est voilà. Et du coup, oui, dans le conflit de loyauté, il peut y avoir des aspects où à la maison, il y a une culture familiale qui n'est pas celle de la culture scolaire, et on peut se trouver confronté des fois dans ces situations, nous enseignants, à devoir mettre un peu plus de flexibilité sur certaines règles, sur certaines exigences, sur certains principes que l'on a, parce que sinon, on va au clash. Donc, il faut savoir avoir cette adaptation, adaptabilité. Enfin, c'est une compétence en fait qu'il faut développer aussi en tant qu'enseignant en éducation prioritaire. Et c'est pour ça que le petit conseil sur le conflit de loyauté aussi, on peut l'avoir aussi avec les élèves entre eux. C'est pour ça que le petit conseil, quand on a un élève qui transgresse une règle,
S'il y a du public autour et que l'on veut à tout prix montrer qui est le patron, entre guillemets, ça va faire que monter la mayonnaise et ça va être contre-productif pour tout le monde. Donc, ne pas hésiter à noter. J'ai vu l'incident, pas de problème. On en parlera à la fin quand il n'y aura plus de public. Mais sans forcément le dire à l'élève, mais dire à l'élève, voilà, si tu veux, on en discute après, on avance, on continue le cours. Parce qu'il y aura aussi ce moment où je veux, par rapport à mes copains, me montrer. Et donc, vraiment, éviter au maximum de gérer les conflits avec du public. Et après, pour revenir sur les parents, vraiment ne pas hésiter à prendre les parents comme des alliés. Ce sont vraiment des alliés au quotidien. Moi, je fonctionne avec eux par SMS, notamment beaucoup. En début d'année, j'envoie un message aux familles pour qu'elles aient mon numéro, pour qu'on puisse échanger le plus rapidement possible. Ne pas attendre que les situations dégénèrent pour prendre contact avec eux. Parce que les parents peuvent nous donner des informations que l'on n'a pas, que l'enfant ne souhaite pas nous dire. C'est les collègues avec lesquels on a écrit le livre et ont très bien résumé la chose. Nous, on est experts de nos élèves, les parents sont experts de leurs enfants. Et donc, ensemble, c'est en travaillant ensemble qu'on arrivera à faire avancer les choses. Et je sais que décrocher son téléphone quand on débute, c'est pas évident. Rencontrer les parents, c'est pas évident, mais je peux vous assurer qu'à chaque fois que je décroche mon téléphone, les parents me remercient de l'avoir fait. Et au contraire, quand on appelle un petit peu trop tard, ils ont tendance à nous dire « Mais pourquoi vous ne m'avez pas prévenu avant? J'aurais réglé le problème avant. » Donc, c'est vraiment quelque chose, prendre son courage à deux mains, appeler et voir. Et en fait, on va voir que ça se passe vraiment bien. Ça s'apprend aussi, ça, appeler un parent. Pardon. Pardon, pour compléter ce que dit Baptiste, c'est du vécu par des collègues. Hein. C'est effectivement, quand il y a un souci, appeler rapidement. Et quand ça s'arrange, appeler pour dire que ça s'est arrangé. Oui. Vous allez gagner une légitimité énorme parce que c'est le sens de la justice. Et un gamin, il n'aime pas du tout qu'on appelle ses parents. Et puis les parents, ils ont souvent l'habitude qu'on les appelle pour dire que ça ne va pas. Oui. Et en fait, je crois que c'est aussi là-dessus qu'on peut progresser. Oui. Pour les collègues en collège, équipe de direction et enseignants, on a dans notre carnet de correspondance une page mérité progrès pour signifier quand un élève a fait quelque chose de bien, parce qu'on est quand même très fort dans l'institution pour dire que ça ne va pas. Voilà, ça fait partie des choses importantes. Oui, un grand psychiatre qui était psychanalyste, c'est Winnicott, qu'on doit continuer à lire. Hein, j'en suis convaincu, qui disait que tout comportement antisocial était aussi une demande d'aide. Qu'on peut ramener aussi à une autre phrase, notre métier nous demande à comprendre la logique de l'autre. Ça, je renvoie les collègues à une petite association remarquable qui s'appelle l'AGSAS, AGSAS, Association des groupes de soutien au soutien, et qui travaille sur cette logique de l'autre. Quelle est la logique d'un élève qui ne veut pas enlever son manteau? Quelle est la logique d'un parent qui prend parti pour son enfant contre l'enseignant? Il y a une logique derrière tout cela. Tu parlais du conflit de la loyauté et tout ça. Mais aussi, quelle est la logique d'un élève qui va utiliser un langage qu'on ne veut pas entendre en classe, mais qui est celui qui est utilisé chez lui? Moi, j'ai un élève qui m'a dit de façon… Il y a un numéro sur… c'est dans Respect. Hein, je raconte l'anecdote de l'élève qui hurle sur sa mère. Tu me fais chier, tu vois bien que je dis bonjour à Monsieur Léon. Il est en train de me serrer la main, ravi de me voir, et il insultait sa mère en même temps parce qu'elle trouvait qu'il prenait trop de temps, et c'était très très surprenant à voir. Quelqu'un veut rajouter quelque chose sur ces notions sur ces relations aux parents? Alexis, peut-être? Je te prends de court, pardon. Non, j'avais désactivé mon son juste sur les parents, dans l'éducation prioritaire, on a des parents qui font confiance à l'école. Et je reprends sur ce que disait Baptiste dans le chat. Voilà, ils ont une confiance en vous, ils ont une confiance en nous, personnel de direction, ils font confiance à l'école. Ça, c'est un point qui est très important. Et ils ne remettent pas en cause les enseignants dans leur pratique pédagogique. Voilà. Ça, c'est quand même un point primordial, ce qui n'est pas toujours le cas dans des établissements hors éducation prioritaire. Voilà. Donc, ce sont des parents qui, des fois, se trouvent démunis par rapport au code de l'école, mais qui reconnaissent auprès des enseignants une véritable légitimité, une véritable expertise.
Voilà. Attention Donc, à partir au de ce sens des moment-là, oui. à partir de ce moment-là, on est dans une certaine position, non pas de force, mais une position de confiance avec eux. Après, bien sûr, c'est comme tout, comme disait Laurent, Baptiste, ces questions qui sont posées, les questions de tension, comment on les règle, etc. On a des élèves et des familles qui sont très attachés à la notion de justice et de justesse. Être juste, avoir cette notion de juste est quelque chose de très important pour eux. Et voilà, après, sur le reste, dans nos expériences en éducation prioritaire, on a peu de conflits. On a des conflits parfois avec les familles, mais qui sont moins nombreux que dans certains autres établissements. Et si je peux me permettre, pour compléter aussi, parce que je suis tout à fait d'accord, il y a aussi, dans l'établissement où j'étais, on avait créé un lieu d'éducation associé où on faisait de la recherche collaborative sur la relation école-famille, justement. Et on se demandait pourquoi les familles ne venaient pas aux remises de bulletins, pourquoi elles ne passaient pas à la porte du collège. Et en fait, on s'est aperçu que bien souvent, les parents n'avaient pas connu le système éducatif français, soit ils étaient eux-mêmes des élèves qui avaient un mauvais souvenir du collège. Et donc, ça, des c'est fois, fondamental. Ça, c'est fondamental. Tu as complètement raison de dire ça. C'est une épreuve, c'est une épreuve pour eux, des fois, de venir au collège, parce qu'il y a ce sentiment d'infériorité vis-à-vis du personnel éducatif. Et en fait, j'ai fait l'erreur au début de beaucoup parler avec les parents, de presque leur faire un cours, de presque justifier mes cours comme si j'étais aussi face à un inspecteur pédagogique. Et en fait, grâce à ce travail de recherche, j'ai modifié ma façon d'appréhender les parents. Et c'est quand on constate un problème avec un élève, c'est de dire, voilà, moi j'ai constaté par exemple que cet élève-là a tendance à oublier ses affaires. Est-ce que vous, à la maison, vous avez remarqué une difficulté dans l'organisation? Et donc là, les parents, ils parlent aussi de leur enfant et se sentent considérés d'égal à égal. Et c'est vraiment sur ce point-là où j'ai vraiment pu progresser, c'est considérer que les parents, ce sont des adultes comme nous et en fait, qu'ils ont leur parole est légitime et tout aussi légitime que la nôtre. Et vraiment essayer de mettre les parents dans une relation de confiance. Et si jamais ils ne parlent pas la langue, ne pas hésiter à faire appel à un traducteur. Dans mon établissement, on avait une assistante d'éducation qui parlait la langue de pas mal de parents. Donc, quand je voyais qu'un parent ne comprenait pas, pour le mettre à l'aise, on faisait appel à l'assistante d'éducation qui venait traduire. Essayer de faire en sorte que les parents se sentent légitimes. Et ça, c'est grâce à la recherche que j'ai progressé là-dessus et il faut vraiment le prendre en compte. Effectivement, les modes de communication avec les parents, c'est vraiment un élément aussi d'attention qu'il faut avoir. C'est-à-dire que, effectivement, le frein de la langue, si les parents ne parlent pas du tout, voire, même s'ils parlent un peu, mais pas suffisamment pour comprendre les subtilités de la langue, il peut y avoir des malentendus, en fait, sur ce qu'on veut leur dire. Et puis dans les communications aussi écrites, c'est-à-dire que nous on faisait de l'affichage avec beaucoup de pictogrammes aussi pour aider les parents à comprendre le sens, éviter les longs courriers ou les longs textes dans lesquels de toute façon ils se perdent parce qu'ils n'arrivent pas, ils maîtrisent pas suffisamment. Donc la communication orale elle est importante. Et puis, oui, effectivement. Alors après, maintenant, les outils numériques aussi nous aident beaucoup. Les parents s'équipent, sur leur téléphone, souvent, eux-mêmes, ils ont des traducteurs qui les aident à communiquer, oral écrit, ce genre de choses qui facilitent les communications. Et il ne faut pas hésiter à leur proposer. Des fois, ils n'osent pas sortir leur téléphone en disant mais si, allez-y, sortez votre téléphone, on a besoin de communiquer, on a besoin de se comprendre, donc faites-le, ou Google Trad, même si je dis, je fais un peu de la publicité, c'est utile dans certaines situations. Avant de passer la parole à Ben, on est quand même à l'école pour apprendre et on n'est pas là pour savoir si on enlève son manteau, si on le garde. Donc on va passer sur la dernière partie. Mais Ben, je te donne donc quels apprentissages. Mais Ben, avant, je te passe la parole. C'était juste pour une remarque symptomatique parce que je vous entends parler depuis tout à l'heure de parents et de parents d'élèves.
Et pendant très longtemps, dans les quartiers populaires, on parlait des familles. Et je trouve ça très intéressant, cette évolution du vocabulaire, par rapport à d'autres quartiers plus favorisés, on va dire, où on accordait d'entrée le statut de parent d'élève. Alors que là, on a eu pendant longtemps tendance à parler dans nos quartiers, moi j'enseigne en REP aussi depuis 30 ans, de parler des familles. Et on a eu beaucoup de mal à leur attribuer ce statut de parent d'élève. Voilà, c'était juste une remarque en passant. Ah non, mais elle est fondamentale. Parce qu'en plus de faire une rentrée qui est lourde, il faut que vous vous formiez, il faut que vous lisiez. Et les ouvrages de Patrick Rayoux et ATD Carmonde sur les parents d'élèves dans les milieux populaires sont fondamentaux. Il y a des études qui ont été faites dans la région de Rennes, d'ailleurs, je crois, en Bretagne, vive les Bretons, et qui montraient les attentes extraordinaires des parents d'élèves enfin, c'est vraiment très émouvant de lire ça. Et il faut changer nos représentations des parents d'élèves des milieux populaires qui attendent beaucoup de l'école, peut-être plus que dans d'autres milieux où les choses sont aussi données par la famille. Alors, qu'est-ce qu'on apprend je ne sais plus, enfin si je sais, mais je ne donnerai pas son nom pour ne pas lui faire de publicité d'un polémiste qui disait on baisse le niveau alors en REP. Comme ça, on baisse les efforts. Certainement pas. Certainement pas. Vas-y, je te laisse la parole. Alors, et puis déjà, après, Baptiste. Un principe de base, c'est qu'on a un programme scolaire et que le programme en éducation prioritaire, il est le même qu'ailleurs. Je crois que là-dessus, voilà, c'est déjà un élément. Après, on ne baisse pas le niveau. On part de ce que c'est faire l'élève et puis effectivement on le fait progresser, on le met au maximum sur un parcours de réussite scolaire. C'est l'objectif de l'éducation prioritaire. De l'éducation, c'est pas l'objectif. De l'éducation en général, oui. L'éducation prioritaire. C'est ça, c'est l'objectif de l'éducation. En fait, les exigences sont les mêmes. Voilà, Baptiste. Oui, si je peux faire le lien, parce que moi je suis sorti de l'éducation prioritaire cette année, même si j'aurais aimé, mais il est resté une jeu d'éducation fait que. Et donc, je suis dans un établissement hors REP et je n'ai rien changé à mes exigences. Et jusque-là, je n'avais pas de preuve quand je disais aux personnes, mais je fais les mêmes cours en REP ou en dehors du REP. On me disait, mais non, mais c'est pas possible. Et là, j'ai vraiment quelque chose de chiffré, les résultats scolaires. Mes moyennes sont aussi bonnes en REP qu'en dehors des REP et je donne les mêmes contenus. Alors, effectivement, des fois, on va un tout petit peu moins vite sur certaines choses parce que les élèves en REP ont peut-être plus de difficultés dans l'attention, mais dans les contenus, dans la réalisation, les problématiques les problèmes que se posent les élèves sont les mêmes. Je me heurte aux mêmes questions, aux mêmes difficultés. Et donc, vraiment, il faut garder cette exigence et il ne faut pas avoir peur d'être ambitieux pour nos élèves. Mais cela dit, il ne faut pas se voiler la face. On a des collègues qui baissent leurs exigences, qui ont une façon d'acheter la paix scolaire je le dis de façon un peu brutale peut-être, mais je le vois particulièrement en musique, sur le choix des répertoires, sur qui achètent une paix scolaire à baisser le niveau d'exigence. Laurent, peut-être, est-ce que tu veux intervenir là-dessus avec ton micro branché? Alors, deux réflexions. C'est un vrai sujet, hein, l'évaluation, mais c'est vrai partout. Alors, c'est vrai, effectivement, ça se renforce en éducation prioritaire parce que, bon, on l'a pas assez dit, mais vous avez aussi un public. Alors, d'abord, il y a des élèves qui relèvent de l'éducation prioritaire au sens boursier, issus de milieux modestes, qui sont excellents. Et puis, vous avez des élèves en éducation prioritaire qui ne relèvent pas de l'éducation prioritaire parce qu'ils ont des familles qui ont des moyens et qui ne sont pas excellents. Donc, on est vraiment dans la complexité. Là aussi, il faut avoir un travail d'équipe et s'adapter. C'est important d'encourager, de donner le sens de l'effort et donc que les élèves aient envie. La discipline des mathématiques, par exemple, on a de plus en plus d'élèves qui renoncent très tôt. Et donc, comment faire en sorte quand même qu'ils essayent, parce que c'est vraiment une tragédie individuelle et collective, hein, le niveau des mathématiques. Et ce que tu dis, Jean-Charles, sur
renoncer au niveau. C'est un texte difficile, hein, je pense que peut-être certains ont entendu parler. Khaled Kelkal, qui est un terroriste, qui a été qui a fait des actions terroristes dans les années 2005, je crois, qui avait été abattu par la police, il en était prêt à la police. Il avait été scolarisé en éducation prioritaire dans la région de Lyon et il était très bon au collège et il était arrivé au lycée et il s'était retrouvé en très grande difficulté. Parce qu'en fait, il était passé de 16 ou 17 de moyenne à des notes épouvantables. Il y a bien sûr d'autres choses, hein, l'exemple est un peu extrême, mais il a écrit un texte en disant qu'il avait compris qu'en fait, il y avait une hypocrisie, qu'il y avait un monde qui ne serait jamais le sien, qu'en collège, on lui avait donné des très bonnes notes, mais qu'en fait, il y avait un monde dans lequel il ne rentrerait pas. Donc, c'est quand même très, très important, cette question. Il faut être, alors évidemment, c'est des termes un peu galvaudés, mais bienveillant et exigeant. Et là aussi, c'est des questions de réflexion d'équipe, d'harmonisation des pratiques, d'avoir des évaluations communes dans l'établissement. Et là, ça se travaille avec donc des collectifs d'enseignants et des équipes de direction pour pouvoir voir si on offre aux élèves à la fois l'envie de progresser et puis de ne pas leur mentir parce que l'échec au lycée, il est conséquent, hein. Il y a beaucoup d'élèves qui en classe de seconde rencontrent l'échec alors qu'ils sont sortis du collège avec 14, 15 de moyenne. Donc, bon, là, je réponds sur la question collège, peut-être aussi le premier degré, parce que c'est vraiment un cursus complet. On est sur le cycle 3, cycle 4. Là aussi, il y a du travail en réseau. Comment arrivent les élèves de l'école élémentaire, qu'est-ce qu'ils ont appris, comment est-ce qu'ils sont évalués. Et là, il y a une imperméabilité très forte entre le premier et le second degré. Et la logique de réseau d'éducation prioritaire fait qu'on se rencontre plus souvent. Et que là aussi, je pense que c'est intéressant, ça se construit sur le long terme. Oui, merci. Je vois passer une discussion sur bienveillance et exigence. Moi, je trouve que l'exigence, c'est le début d'une bienveillance. Voilà, j'ai fait chanter en sixième des chants extrêmement compliqués à 3 voix dans des répertoires du XVIIe siècle et on ne croyait pas, quoi. Et non, j'avais cette exigence, je savais que je ne mettais pas la barre trop haut pour mes élèves et c'était formidable d'avoir les résultats et de voir leur plaisir. Vous devez lire, enfin vous devez, pardon d'être dans l'injonction, mais en plus c'est un ami des cahiers pédagogiques puisqu'il est au comité de rédaction, Sylvain Connac, les ouvrages de Sylvain Connac, les ouvrages auxquels ont participé Ben Aïda et Rachel sur le débuté en classe. Et il y a vraiment toute une littérature là-dessus. Voilà, Florence vient de remettre les références à Sylvain Connac. Toutes ces références enfin une grande partie vont être mises sur le site des cahiers pédagogiques. J'avais envie de vous poser une question collective. On est dans une situation extrême quelque part en REP, parce qu'on va avoir des élèves qui ont de telles différences entre eux. Moi, j'ai rien entendu dans ce que vous avez pu dire les uns et les autres qui ne soit pas applicable en collège, en éducation hors prioritaire. Il n'y a pas un truc que vous ayez pu dire, une chose que vous ayez pu dire et où on dirait attention, ça il faut le faire en REP, mais pas ailleurs. Et finalement, est-ce que la matrice de ce qui vous fait avancer en REP, c'est pas une matrice qui serait pas, enfin universelle, mais qu'on doit étendre au reste de la communauté scolaire, Baptiste peut-être? Alors ça, j'en suis convaincu. En fait, l'élève en REP a une exigence vis-à-vis de nos cours, notamment dans le sens que l'on donne à nos cours. Si l'élève ne trouve pas de sens, si on n'est pas explicite, si on ne donne pas les règles du jeu dès le début, quand je parle des règles du jeu, ce sont les règles les critères d'évaluation, le pourquoi on les met dans cette situation-là. Si on ne le fait pas, l'élève en REP va tout de suite nous le dire. Donc, l'objectif, ça va être de rendre un cours attractif et qu'ils aient du sens pour nos élèves. Et ce qui marche avec les élèves de REP, enfin, là, je vois dans l'établissement dans lequel je suis, j'essaie de les mettre dans les mêmes conditions et ça fonctionne pareil parce que les élèves, quoi qu'il arrive, ils ont besoin de sens. Hors REP, ils vont avoir moins tendance à nous remettre en question parce que l'enseignant, il va y avoir un petit peu les codes de l'éducation dont on parlait tout à l'heure. Mais
l'élève de REP va nous remettre en question et va le faire en fait pour tout le monde parce qu'ils ont moins leur langue dans leur poche et ça nous fait progresser. Et donc, c'est pourquoi c'est applicable. Et c'est ce qui est plus implicite chez nos élèves en REP, on l'applique tout de suite. Très rapidement dans vos réponses sur cette question, les uns les autres, Rachel, peut-être? Non, mais je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Baptiste. C'est ça, en fait. Enfin, ce qu'on fait en éducation prioritaire, on peut le faire ailleurs, ce qui est moins vrai dans l'autre sens. Et la notion du sens donné aux apprentissages, elle est extrêmement importante. Et puis, oui, c'est ça. Enfin, je suis d'accord. Comme ça, je vais donner la parole. Je ne vais pas redire ce qu'il vient de dire. Non, mais je ne vais rien rajouter. La question du sens, elle est là. Hein. Voilà. Ce sens-là, il n'est pas de soi, il est à expliciter. Donc, voilà, moi, Donc, Laurent, est-ce que je te pose la question par politesse? Que nos élèves les plus en difficulté soient nos sentinelles, en fait. Si on arrive à répondre aux élèves les plus en difficulté, on arrivera, ça donne du sens. Et ça passe aussi par la coopération entre élèves. C'est-à-dire cesser aussi cette compétition, ce classement dans lequel on est quand même… alors, on l'est moins en éducation prioritaire, je pense qu'ailleurs, mais ça existe encore. C'est les défis collectifs qui nous attendent ne passeront que par la coopération et la capacité à travailler ensemble. Oui. D'ailleurs, dans les prochains numéros des cahiers, vous aurez le prochain, c'est sur le respect. Vous aurez sur la coopération également. Vous pouvez aller vous trouver dans les webinaires au moins 2 webinaires, parce qu'on en a presque une trentaine maintenant sur notre chaîne. Vous aurez des webinaires sur la coopération, enfin voilà, c'est une chaîne qui commence à être très riche maintenant. Je voudrais vous remercier tous de votre participation. Ben, merci encore. Assa, merci pour le travail que tu vas commencer à faire tout de suite. Ce webinaire va être en ligne extrêmement rapidement. Parce que je vais avoir autre chose à faire dans 2 jours. Il est donc temps de le clore maintenant. Je vous rappelle qu'il existe donc une bibliographie commentée il existera cette bibliographie sur notre site, que nous sommes une revue associative et qu'elle paraît par le travail conséquent de nombreuses personnes, salariés, militants, que ce n'est évidemment pas simple non plus pour nous dans des structures petites qui est tellement spécialisées. Donc abonnez-vous, faites abonner vos établissements, c'est extrêmement important pour nous, en passant par la municipalité pour le premier degré, je pense. Faites-nous connaître. Likez, comme on dit, cette vidéo, abonnez-vous à notre chaîne, et ça c'est gratuit, notre chaîne YouTube. Notre prochain webinaire a lieu le 28 septembre prochain à 18h et sera donc consacré au respect. Je ne sais plus si j'ai dit qu'il y aura un numéro sur l'humour également, avec coordonnées entre autres par Dominique Séguetchian. Surveillez notre site pour toutes ces informations. Le 1er octobre, samedi 1er octobre, un samedi, un débat éducatif autour du livre de Philippe Champy et Roger-François Gauthier, Contre l'école injuste, un formidable livre chez ESF, donc un webinaire en partenariat avec ESF. Pensez aussi à nos podcasts, La classe résonne. Là encore, tous les renseignements sur notre site. Merci de votre présence. Bonne soirée à vous, bonne rentrée, bon courage et ayez du plaisir dans ce métier. À bientôt. Au revoir.